À 68 ans, j'ai vendu la société que j'ai construite à partir de rien pour 58 millions de dollars. Pour fêter ça, j'ai emmené mon fils unique et sa femme au restaurant le plus fantaisiste de la ville. Il a souri. Il a grillé mon succès. Et quand il a cru que je ne regardais pas, il a essayé de me tuer. Ce que mon fils ne savait pas, c'est que quelqu'un d'autre regardait. Et qu'un avertissement calme mettrait en mouvement un plan pour démanteler toute sa pièce du monde. Avant de continuer cette histoire, veuillez me dire d'où vous regardez dans les commentaires ci-dessous. Et assurez-vous d'aimer cette vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous croyez qu'un héritage est quelque chose que vous construisez, pas seulement quelque chose que vous héritez. Le restaurant était le genre d'endroit où le silence avait du poids. Elle n'a été brisée que par le doux clin d'œil de l'argent sur la porcelaine, et par le bas murmure des conversations de gens qui n'ont jamais eu à élever leur voix pour être entendus. Au-delà de la nappe blanche, mon fils Kevin et sa femme Brenda se produisaient. Leur sourire était trop brillant, leur louange trop polie. Ils m'ont regardé avec une crainte qui semblait répéter comme une scène qu'ils avaient pratiquée dans la voiture en chemin 58 millions, disait-il, secouant la tête comme dans l'incrédulité. Le verre de vin en cristal semblait fragile dans sa main. Pouvez-vous même envelopper votre tête autour de ce numéro? C'est incroyable. Un vrai témoignage de toute votre vie. J'ai simplement hurlé, prenant une gorgée lente de mon jus de canneberge. Je sentais le mensonge derrière ses paroles. Il avait un goût familier, amer et aigu. Pendant 40 ans, j'avais versé ma vie dans Cala en logistique, en commençant par un seul camion d'occasion et une conviction que je pouvais le faire mieux que quiconque. Je me suis souvenu des nuits sans sommeil, de la graisse sous mes ongles, de l'inquiétude constante qui grinçait à mon estomac. J'ai construit cette société sur la sueur et l'intégrité, deux choses que Kevin n'avait jamais compris. Il a vu les 58 millions de dollars, mais il n'avait jamais vu le sacrifice. Brenda a atteint la table et a posé sa main sur la mienne. Sa peau était froide, son toucher fugace. Nous sommes tellement fiers de toi, Jacques. Vraiment? Maintenant vous pouvez enfin vous détendre. Profitez des fruits de votre travail. Laissez-nous prendre soin de vous. La phrase est accrochée dans l'air. Laissez-nous prendre soin de vous. Ça ressemblait moins à une offre et plus à une proposition. J'ai regardé mon fils chercher le garçon dont je me souviens. Celui qui avait l'habitude de monter un fusil dans mon premier camion, sa petite main embrayant une voiture de jouets. Mais ce garçon était parti. À sa place était un homme dont les yeux tenaient la lueur froide et dure du droit. Ma défunte femme, Alicia, l'avait vu il y a des années. Je me souviens qu'elle se tenait près de la fenêtre après une des nombreuses demandes d'argent de Kevin, une tristesse tranquille à ses yeux. Fais attention, Jacques, elle me l'avait dit. Il te voit comme une banque, pas comme un père. À l'époque, je pensais qu'elle était trop dure. Maintenant, assis dans ce temple de richesse, ces paroles résonnaient dans mon esprit comme une prophétie. La conversation a dérivé une rivière peu profonde de plaisanteries sans signification. Ils m'ont interrogé sur ma santé, mais n'ont pas attendu la réponse. Ils ont parlé de leur projet, d'un voyage en Europe, d'une nouvelle voiture, tous ont parlé avec l'hypothèse décontractée que leurs soucis financiers étaient maintenant une chose du passé. Ils dépensaient mon argent avant même qu'il ne soit réglé sur mon compte. J'ai ressenti une douleur familière dans ma poitrine, l'épouvante de déception qui était devenue mon compagnon constant chaque fois que j'étais autour de mon fils. J'avais espéré que cette nuit serait différente, que l'ampleur de cette réalisation pourrait enfin me gagner un éclat de respect véritable. Mais j'avais tort. Je n'étais pas un père qui célébrait avec sa famille. J'étais une chambre forte qui attendait d'être ouverte. Après l'ouverture du cours principal, Kevin s'est levé et son sourire s'est élargi. Brenda, mon amour, dit-il en étendant une main. Il joue notre chanson. Danserez-vous avec moi? C'était un classique, une ballade lente d'une époque passée. Une autre performance, un autre geste conçu pour me montrer quel couple d'amour heureux ils étaient. Brenda accepta avec un signe de démire, et ils se rendirent à la petite piste de danse près du piano à queue. Je les ai vus bouger ensemble, leur corps oscillant en rythme parfait. De loin, ils étaient l'image du bonheur. Mais je savais la vérité. J'avais payé les dettes de Kevin 3 fois. J'avais co-signé l'hypothèque sur leur maison surdimensionnée. Leur image de vie parfaite était une illusion fragile tenue ensemble par mon argent. J'ai retourné mon attention à mon verre, juste du jus de canneberge. Mon médecin avait été ferme après mon dernier examen. Ton cœur est fort, Jacques, mais ce n'est pas invincible. Plus de whisky.
À partir de maintenant, tu es un homme au jus de canneberge. C'était un petit sacrifice pour une vie plus longue. J'ai agité le liquide rouge profond dans mon verre, regardant les cubes de glace se clincher contre les côtés. Une vie que je voulais apprécier. C'est là que je l'ai remarqué. Un homme en uniforme de sécurité s'approchait de ma table. Il était plus âgé, peut-être au début des années 60, avec une posture aussi droite qu'une tige d'acier et des yeux qui ne manquaient rien. Il a déménagé avec un but tranquille, son regard fixé sur moi. Il s'arrêta près de ma chaise, se penchant légèrement, comme pour partager un secret. « Monsieur Callahan, dit-il, sa voix est basse et stable. » C'était calme, mais avec une urgence indéniable. « Je ne veux pas vous alarmer, monsieur. » Il s'arrêta, ses yeux flippèrent vers la piste de danse et retournèrent vers moi. Mais j'étais près du bar. « J'ai vu votre fils. Quand il revenait à la table il y a quelques minutes, il pensait que personne ne regardait. Je l'ai vu verser quelque chose d'une petite fiole dans ton jus. Le monde s'est arrêté. La musique du piano a disparu. Les lunettes ont disparu. Tout ce que j'entendais, c'était le choc frénétique de mon cœur. J'ai regardé l'homme dont le nom a lu Marcus. Son visage était un masque d'inquiétude professionnelle, mais à ses yeux j'ai vu de véritables inquiétudes. Il disait la vérité. Je n'ai pas sauté. Je n'ai pas crié. Des années de négociation de contrats difficiles et de gestion de crise m'avaient appris à maîtriser mes réactions. Une vague froide m'a lavé si froide qu'elle me semblait de l'eau glacée dans les veines. J'ai regardé le verre dans ma main. Le liquide rouge profond, autrefois un symbole de mes choix sains, ressemblait maintenant à une tasse de poison. Chaque nerf dans mon corps. Communauté. C'est les opportunités que vous créez, le bien que vous mettez dans le monde qui continuera à grandir longtemps après que votre nom soit oublié. En prenant une fortune que mon fils n'avait pas gagnée, je lui ai donné la seule chose que mon argent ne pouvait jamais lui acheter. La chance de construire sa propre vie. Une vie qui doit être construite sur le travail et le caractère, pas sur un héritage. S'il prend ce risque et son choix, pas le mien. Son histoire lui appartient maintenant. Mais plus important encore, nous avons pris la chose sombre et laide que sa cupidité avait créée, et nous l'avons transformée. On a transformé la trahison d'un fils en première exposition d'artiste. On a transformé le poison en peinture. Nous avons transformé un héritage potentiel en une véritable opportunité pour des centaines de personnes que je ne rencontrerai jamais. Ce faisant, je rends hommage à ma femme d'une manière qui n'aurait jamais pu vendre sa collection. Je garde son esprit vivant, non pas en le conservant dans une maison silencieuse, mais en le laissant alimenter les rêves des autres. Je n'ai pas trouvé la paix dans la vengeance. Je l'ai trouvée exprès. Merci de vous joindre à moi pour ce voyage. Si vous avez aimé cette histoire, s'il vous plaît comme cette vidéo, inscrivez-vous à la chaîne, et partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. M'a crié dessus pour le jeter contre le mur pour confronter mon fils, pour causer une scène. Mais je n'ai rien fait de tout ça. J'ai simplement regardé Marcus, et une entente silencieuse est passée entre nous. Je lui ai fait un clin d'œil, presque imperceptible. C'était toute la confirmation dont il avait besoin. Il se redressa, donna une légère touche au bord de sa casquette, et s'en alla, disparaissant dans l'ombre du restaurant. Mon esprit a couru, les points de connexion que j'avais refusé de voir depuis des années. L'impatience de Kevin, ses questions constantes sur ma volonté, sa frustration quand je lui ai dit que j'avais prévu de vivre encore 20 ans. Ce n'était pas seulement de la cupidité. C'était quelque chose de plus sombre. Il ne voulait pas que mon argent. Il voulait que je parte. Le garçon que j'avais élevé, l'enfant que j'avais aimé, venait de me tuer pour son héritage. La pensée était si monstrueuse, si contre nature que pendant une seconde mon souffle m'a pris dans la gorge. Mais la logique froide et dure était indéniable. Les 58 millions de dollars n'avaient pas été une célébration. C'était une condamnation à mort. Juste alors, la chanson s'est terminée. J'ai vu Kevin et Brenda retourner à la table, leurs visages rigolaient. Ils avaient l'air si normaux, si heureux. Mon propre fils marchant vers moi avec un sourire quelques minutes après avoir essayé de m'empoisonner. La froideur en moi s'est solidifiée en autre chose, quelque chose de dur et de tranchant. C'était résolu. Pendant qu'il s'asseyait, j'ai mis la performance de ma vie. Je me suis cogné l'estomac, laissant un gémissement doux. Brenda, ton père est un acteur terrible. Kevin a ri. J'ai serré la tête, forçant une expression douloureuse sur mon visage. Non,
ce n'est pas ça. J'ai rasé ma voix délibérément faible. Mon estomac s'est emparé de moi. Un vieux problème. Je pense que je dois rentrer. Le visage de Brenda est rempli d'un spectacle théâtral. Oh mon Dieu, Jacques, tu as besoin d'un docteur? Laissez-nous vous ramener chez vous. Non, non, j'ai dit, en agitant ma main dédaigneusement. C'était la partie critique. Je ne pouvais pas les laisser s'approcher de moi. Ça passera. Je dois juste m'allonger. J'ai déjà appelé un Uber. Elle attend dehors. Kevin s'est levé pour m'aider à sortir de ma chaise. Sa main sur mon bras ressemblait à une marque. Tu es sûr, papa? Ça ne nous dérange pas. J'en suis sûr, j'ai dit fermement. Je me suis tenu contre la table, et à ce moment-là, ma main s'est brossée contre le grand verre de jus de canneberge. Avec un mouvement qui semblait totalement accidentel, je l'ai renversé. Le liquide rouge s'est déversé sur la nappe blanche comme un bassin de sang. Oh, maladroit, j'ai murmuré. Pendant qu'ils étaient distraits, appelant un serveur, j'ai attrapé l'épaisse serviette en tissu qui avait absorbé la majeure partie du déversement. C'était lourd et humide dans ma main. Sous le prétexte d'essuyer mon pantalon, je l'ai rapidement plié et poussé profondément dans ma poche. C'était ma seule preuve de la terrible vérité. Je n'ai pas attendu qu'ils disent un autre mot. Je me suis retourné et je suis parti, en se déplaçant aussi vite que mes jambes tremblantes le permettraient. Je n'ai pas regardé en arrière. Je ne voulais pas voir l'apparence de la satisfaction que je savais se glisser sur leur visage. 15 minutes plus tard, j'étais à l'arrière d'une voiture silencieuse. Les lumières de la ville s'estompent en stries de couleur à travers la fenêtre. Ma main était encore dans ma poche, embrayant la serviette humide. L'odeur de la canneberge remplissait l'air. Je ne ressentais pas encore de colère, ni même de tristesse. Ça viendra plus tard. En ce moment, tout ce que j'ai senti était une clarté profonde et glaciale. Le piège était pour moi ce soir. Mais en tenant la preuve dans ma main, je savais qu'ils étaient déjà pris. Ce n'était pas la fin. C'était le début. L'Uber m'a déposé à quelques rues de ma maison, disparaissant dans la rivière de la circulation nocturne tardive. Je me suis tenu un moment sous la lueur orange d'un feu de rue, la serviette pliée humide, un poids lourd dans ma poche de manteau. Ma maison était juste en bas de la rue, ses lumières chaudes, une balise familière dans l'obscurité. Mais je ne pouvais pas y aller. Pas encore. La maison était un lieu de souvenirs rempli des fantômes d'une vie que je réalisais maintenant était un mensonge soigneusement construit. Les photos sur la cheminée, les vacances en famille, les anniversaires, tout cela se sentait entaché comme une belle peinture désormais couverte d'un mince film de poison. Rentrer maintenant, c'est admettre la défaite, laisser le chagrin et le choc m'écraser. Je ne pouvais pas me le permettre. Le chagrin était un luxe. J'avais besoin de certitude. Je marchais contre le flux de la ville, loin des rues résidentielles tranquilles et vers les lumières impersonnelles du centre-ville. La nuit était vivante avec une énergie différente ici. Siran se lança au loin. Le bourdonnement de la ville était un drone sans émotion. Ça me convenait parfaitement. J'avais besoin de stérilité. J'avais besoin de faits. J'avais besoin d'un endroit où la vérité était mesurée en partie par millions, pas dans des nuances d'amour et de trahison. Je connaissais un endroit, un laboratoire de diagnostic privé caché dans un bâtiment médical, qui a annoncé un service 24 juillet pour des clients riches qui ont apprécié la vitesse et la discrétion. Callahan Logistique avait un contrat avec eux pour le dépistage des médicaments. J'ai traversé les portes automatiques de verre dans un hall silencieux et froid. L'air sentait l'antiseptique et l'ozone. Un jeune homme était assis derrière une épaisse vitre. Son visage illuminé par la lueur d'un moniteur d'ordinateur. Il a levé les yeux, son expression est neutre. J'ai sorti la serviette humide de ma poche. C'était scellé dans un sac en plastique que j'avais pris dans une poubelle. Je l'ai placé sur le comptoir dans le tiroir. J'ai besoin d'un examen toxicologique complet, j'ai dit, ma voix est stable, trahissant aucun des troubles en moi. Je dois savoir tout ce qu'il contient, organique et inorganique. J'en ai besoin ce soir. L'argent n'est pas un problème. Le technicien, dont le nom a lu, Ben, a tout simplement hissé. Il a glissé le tiroir, examiné l'échantillon avec détachement professionnel, et a commencé à taper sur son ordinateur. Un comité de toxicologie prioritaire sera coûteux, monsieur. Fais-le, j'ai dit, retirez ma carte de crédit. Il a couru la carte,
a glissé une forme vers moi, et a pointé vers une ligne en bas. J'aurai besoin d'un numéro de contact ou d'un email pour envoyer les résultats chiffrés quand ils seront prêts. Ça devrait être environ 3 à 4 heures. J'ai écrit mon adresse email privée, repoussé le formulaire, et je me suis retourné pour partir. Il y avait une petite zone d'attente stérile, mais je ne pouvais pas m'asseoir là. Je ne pouvais pas rester. J'avais besoin de continuer à bouger. J'ai trouvé un petit dîner toute la nuit à un pâté de maison, le genre d'endroit qui se sentait dérangé à temps. J'ai commandé un café noir, je n'avais pas l'intention de boire, et je me suis assis dans une cabine près de la fenêtre, regardant la vie nocturne de la ville se dérouler. Mon esprit a commencé à travailler, traitant la situation avec la même logique méthodique que j'ai utilisée pour construire mon entreprise. Mon premier instinct, c'était d'appeler la police, de dénoncer le crime. Mais j'ai immédiatement rejeté la pensée. Un rapport de police créerait un dossier public. L'histoire divulguerait à la presse. Je pouvais voir les gros titres maintenant. Jacques Callahan a empoisonné son propre fils. Mon nom, le nom de ma société, mon héritage, tout cela serait à jamais lié à ce seul acte trié de trahison. La mémoire d'Alizia serait traînée dans la boue. Il deviendrait un spectacle public, un festin pour les tabloïds et les chroniqueurs de ragots. Non, ce n'était pas un crime qui pouvait être guéri par un procès public et une peine de prison. C'était un cancer profond et malin au sein de ma propre famille. Il ne fallait pas les menottes d'un policier, mais le scalpel d'un chirurgien, une excision privée, précise et radicale. J'ai réfléchi, à la recherche des signes que j'ai dû manquer. J'ai vu Kevin comme un garçon, un enfant qui pouvait mentir avec un visage calme et innocent. Je me suis souvenu qu'il accusait l'enfant du voisin d'avoir brisé un mensonge qu'il tenait, même face à la vérité. Je me suis souvenu de ses années d'adolescence, de la chaîne d'objets empruntés et non retournés, du mépris occasionnel pour les biens ou les sentiments d'autrui. Je l'avais qualifié de négligence, d'immaturité. J'avais fait des excuses pour lui me disant qu'il allait en sortir. Alizia avait su mieux. Elle avait essayé de me prévenir. J'avais été idiot. Un idiot aimant, plein d'espoir, mais finalement aveugle. La pensée la plus froide était le flacon. Marcus, le gardien de sécurité, avait été spécifique, une petite fiole. Ce n'était pas un acte impulsif de colère. C'était prémédité. Mon fils, mon unique enfant, avait étudié mes problèmes de santé. Il avait acquis une substance spécifique. Il avait porté cette fiole au restaurant dans un but clair et singulier. Il avait attendu le bon moment, un moment de distraction, pour transformer un dîner de fête en exécution. Il m'avait souri, il avait grillé ma santé, tout en sachant qu'il venait de livrer ma sentence de mort dans mon verre. La pure froideur de lui, le manque absolu d'âme, était ce qui m'a vraiment terrifié. Mon téléphone bourdonnait sur la table. C'était un email. La ligne objet était une chaîne stérile de nombres, un numéro de dossier. Mon cœur s'est battu contre mes côtes. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai ouvert le fichier chiffré, et j'ai commencé à lire. Le document était rempli de noms chimiques et de jargon technique, mais il y avait un résumé en haut écrit en anglais simple pour le client. Mes yeux scannaient les mots. La substance a détecté le tartrate de métoprolol. Concentration de 2500 mg par 100 ml. Je ne connaissais pas le nom, mais j'ai continué à lire. Le technicien avait ajouté une note clinique. Métoprolol est un bêta-bloquant couramment prescrit pour les maladies cardiovasculaires. La posologie thérapeutique standard est généralement de 25 à 100 mg. La concentration détectée est exponentiellement plus élevée pour une personne ayant une affection cardiaque préexistante. L'ingestion de cette dose provoquerait presque certainement une infusion myocardique aiguë en 1 à 2 heures, dont les symptômes seraient pratiquement indissociables d'une crise cardiaque fatale naturelle. Une crise cardiaque. C'est comme ça que ça aurait été. Le fils en deuil, la mort tragique mais pas tout à fait inattendue d'un homme d'affaires vieillissant. C'était le meurtre parfait. J'ai fermé le téléphone. Le café devant moi était devenu froid. Une petite partie désespérée de moi s'était accrochée à l'espoir que tout cela était une erreur, un malentendu, une farce terrible et élaborée. Mais cet espoir a disparu, effacé par la science froide et dure à l'écran. Le document était un certificat de décès qui n'avait heureusement pas été nécessaire. J'ai regardé par la fenêtre du restaurant. Les premiers signes de l'aube commençaient à adoucir les bords de la ville. Un nouveau jour commençait. Je n'ai ressenti ni colère, ni rage.
Ses émotions étaient trop chaudes, trop chaotiques. Ce que je sentais était un profond calme glacé. Le genre de calme qui vient quand toute incertitude est dépouillée et que seule la vérité brutale et inévitable reste. Mon fils avait essayé de me tuer, et maintenant je savais exactement ce que je devais faire. Le temps de pleurer le fils que j'avais perdu était fini. Il était temps de s'occuper du monstre qu'il était devenu. J'ai repris mon téléphone, mais je n'ai pas appelé le 911. J'ai composé le numéro privé de mon avocat, Cynthia Walsh. Il était temps de rassembler mon armée. J'ai quitté le restaurant et j'ai marché. Le ciel était en train de tourner de l'encre noire profonde de la nuit à un bleu-violet. Le premier signe d'une aube que je me sentais complètement déconnecté. La ville dormait encore pour la plupart. Mais mon esprit était grand éveillé, bourdonnant avec une énergie électrique froide. Chaque pas sur le trottoir était délibéré. Chaque respiration était mesurée. Le choc avait brûlé, laissant derrière lui un noyau de résolution pure et inébranlable. Je savais qui j'ai dû appeler. Il n'y avait qu'une seule personne à qui je faisais confiance pour naviguer dans la tempête qui venait. Je me suis arrêté dans un coin tranquille et j'ai composé son numéro privé de mémoire. Ça a sonné 2 fois. Une voix claire et nette, même à cette heure impie, répondit « Walsh. Cynthia, c'est Jacques. Je dois te voir maintenant. » Il n'y avait aucune hésitation, aucune confusion endormie dans sa voix, juste acceptation immédiate. Mon bureau, 30 minutes. La ligne est morte. Son bureau était au 40e étage d'une tour en verre et en acier qui surplombait toute la ville. Quand je suis arrivé, le bâtiment était silencieux, le lobby principal vide, sauf pour un seul gardien de sécurité. Mais l'ascenseur privé jusqu'à son sol travaillait avec ma carte clé comme elle l'avait dit. Les portes se sont ouvertes non pas dans une salle de réception, mais directement dans son bureau personnel. Elle se tenait près du sol pour voir la fenêtre, une silhouette contre l'horizon qui éclairait lentement, une tasse de café à moitié vide dans sa main. Cynthia Walsh était dans la quarantaine avec le regard constant de son père et un esprit qui bougeait plus vite que quiconque. Son père, David, avait été mon meilleur ami, mon partenaire dans les premiers jours impossibles de la compagnie. Je connaissais Cynthia depuis qu'elle était petite avec des queues de porc et un amour féroce pour la dispute. Je l'ai regardée grandir, je l'ai vue passer le bar avec les plus grands honneurs, et quand David est décédé, elle a pris son rôle comme mon avocat, mon confident, et la chose la plus proche que j'ai eue à une fille. Elle était une famille forgée dans des décennies d'histoire partagée et de confiance absolue. Jacques, dit-elle, se tournant de la fenêtre. Ses yeux, tranchants et analytiques, scannaient mon visage. Tu ressembles à une guerre. La guerre ne fait que commencer, répondis-je. Je n'ai pas perdu de temps avec des plaisanteries. Je me suis assis dans une des chaises en cuir en face de son grand bureau d'acajou, et je lui ai tout dit. J'ai commencé avec le dîner au restaurant, la conversation étirée, les faux sourires. J'ai raconté les paroles du gardien de sécurité, une histoire qui n'était pas moins folle, la racontant la 2e fois. Puis j'ai glissé mon téléphone sur la surface polie du bureau, le rapport du labo s'ouvre toujours à l'écran. Elle l'a ramassé, son expression durcissante en lisant les mots cliniques brutaux. Elle a posé le téléphone doucement, ses doigts blancs. Elle me regarda, et dans ses yeux, je vis non seulement l'indignation d'un avocat, mais la fureur personnelle d'un être cher. Ce fils d'une femme murmurait les mots. Un sifflement bas et dangereux. Il l'a finalement fait. Il a finalement franchi la ligne. Elle s'est levée et a commencé à accélérer une source d'énergie enroulée. Le premier appel est au procureur. Je vais le réveiller moi-même. Nous aurons un mandat pour l'arrestation de Kevin avant le lever du soleil. Tentative de meurtre prémédité. Avec ce rapport de laboratoire et le témoignage du gardien, c'est une affaire ouverte et fermée. J'ai levé la main. C'est pas vrai. Elle s'est arrêtée et m'a regardé. C'est pas vrai, Jacques. Il a essayé de te tuer. Et alors? J'ai demandé, ma voix, calme, mais ferme. Les manchettes. Un procès public. Le nom de Callahan a traîné dans la boue pendant des mois, peut-être des années. Tout ce que j'ai construit, tout ce qu'Alicia et moi avons représenté réduit à une histoire de crime trié. Mon héritage devient mon fils, le meurtrier. C'est une victoire, Cynthia? Elle était silencieuse pendant un long moment, étudiant mon visage. Elle a compris. Ce n'était pas à propos de ce qui était légal. C'était à propos de ce qui était juste. Alors, que voulez-vous, demanda-t-elle,
sa voix ramollie. Il ne s'agit pas de punition. Il s'agit d'une correction. Un ajustement permanent et irréversible de la réalité. La prison est trop facile. C'est une fin qu'il ne mérite pas. Je veux enlever la seule chose pour laquelle il était prêt à tuer. Je veux tout enlever. Je veux qu'il se réveille un jour et réalise que son monde entier, le monde qu'il était si sûr qu'il allait hériter, a disparu. Un sourire lent et dangereux a touché les lèvres de Cynthia. C'était le même sourire que son père quand il était sur le point de dépasser un concurrent. Je vois. Elle a dit, ce n'est pas une affaire criminelle. C'est une démolition. Très bien, Jacques. Si on fait ça, on le fait à ma façon. Il nous faut plus que ce rapport de laboratoire. Il nous faut une image complète. On doit tout savoir sur eux. Chaque dollar qu'ils doivent, chaque ami qu'ils ont, chaque secret qu'ils gardent. Nous devons cartographier toute leur vie pour trouver les points précis pour appliquer la pression. Elle a marché sur son ordinateur portable, ses mouvements sont maintenant remplis d'un but féroce. Je connais un cabinet, ex-FBI et d'anciens agents de l'IRS. Ils sont discrets comme des fantômes, et ils vivent pour ce genre de travail. Ils peuvent découvrir quelle marque de dentifrice Brenda utilise dans 3 États. J'aurai une équipe au lever du soleil. Ils creuseront dans chaque coin de la vie de Kevin et Brenda. Nous aurons un travail financier et personnel complet dans une semaine. J'ai hurlé. Parfait. Pendant qu'ils creusent, je jouerai mon rôle. Cynthia a soulevé un sourcil. C'est le rôle qu'ils attendent de moi. Le père en deuil, l'ignoble vieil homme. Ils doivent croire que leur plan a presque fonctionné, que j'ai eu une petite peur pour la santé et rien de plus. Pour être négligents, ils doivent se sentir en sécurité. Ils doivent croire que le prix est encore à leur portée. Je lui ai parlé de l'appel que j'attendais de Kevin et de l'idée que j'avais déjà plantée dans sa tête. J'ai dit que j'étais en train de créer une grande confiance familiale. Je vais les laisser penser que c'est toujours mon objectif principal. J'ai l'héritage devant eux. Le sourire de Cynthia s'élargit. Que leur cupidité les rende stupides. C'est une stratégie classique pour une raison. Ça marche toujours. Elle a regardé une photo encadrée sur sa bibliothèque. C'était d'elle, une adolescente souriante debout entre moi et son père sur un bateau de pêche. Mon père disait toujours que tu étais un meilleur joueur de poker que lui, dit-elle doucement. Il m'a dit que tu savais toujours quand tenir, quand plier et quand aller s'en aller. J'ai regardé la photo, un tas de pertes me frappe. David aurait su quoi faire. Il a aussi dit, tu étais plus intelligent que nous deux réunis. Il avait raison. Je me souviens quand j'avais environ 10 ans, Cynthia se rappelait, ses yeux distants pendant une seconde. Toi et mon père étiez dans notre salon pour répandre les plans du premier grand entrepôt à travers le sol. Tu étais si excité. Et je me souviens avoir vu Kevin. Il devait être assis au coin de la pièce. Il ne faisait pas attention. Il brisait méthodiquement les bras d'un de ses personnages d'action un par un parce qu'il s'ennuyait. On a laissé cette mémoire en l'air. Un petit présage sombre du passé. Un avertissement que nous n'avions pas entendu. Très bien, dit Cynthia, sa voix s'en remet au présent. Le plan est fixé. La première phase est la collecte de renseignements. La phase 2 est le piège. Vous les gardez calmes et distraits. Laisse-moi gérer le reste. Alors qu'elle retournait à son ordinateur, ses doigts survolant le clavier, je marchais vers la fenêtre. Le soleil était maintenant une ligne orange brillante à l'horizon. La ville en bas réveillait un million de lumières qui commençaient à baisser au fur et à mesure que la lumière du jour prenait le dessus. Je n'ai ressenti aucune joie, aucune satisfaction, seulement le lourd poids du but. Mon fils avait commencé une guerre quand il a versé ce poison dans mon verre. Mais ici, dans ce bureau, 40 étages au-dessus du monde endormi, son père et sa divinité construisaient la machine de sa défaite. Le soleil se levait le premier jour du reste de sa vie, et il n'avait aucune idée que c'était déjà fini. Je n'ai pas dû attendre longtemps. Le lendemain matin, alors que j'étais assis dans mon bureau avec une tasse de café noir, mon téléphone bourdonnait. L'identité de l'appelant a montré le nom de Kevin. Je l'ai laissé sonner 4 fois, une hésitation délibérée pour masquer le fait que j'attendais cet appel avec une certitude absolue. Enfin, j'ai choisi de composer ma voix pour paraître un peu fatigué, un peu fragile. J'ai dit que ma voix était plus faible que d'habitude. Papa. Dieu merci, vous avez répondu. La voix de Kevin à l'autre bout était une symphonie d'inquiétude fabriquée.
C'était une performance magistrale, je devais l'admettre. Il semblait inhaler, frénétique. J'étais si inquiète. Brenda et moi, on n'a pas dormi un clin d'œil hier soir. On n'arrêtait pas d'appeler, mais il est juste allé à la messagerie vocale. Ça va? Que s'est-il passé? Tu es allé à l'hôpital. J'ai entendu les questions sur le feu rapide. Pas une enquête sur mon bien-être, mais une recherche désespérée d'informations. Il devait savoir si son plan avait échoué ou s'il avait été découvert. Il prouvait tout soupçon. Je me penchai en arrière dans ma chaise, le cuir usé grinçant doucement, et prêt à lui donner la réponse qu'il voulait tellement entendre. Facile, fils. Je vais bien, j'ai dit avec un chanfrein doux comme si je rejetais son inquiétude. Juste une petite peur, c'est tout. J'ai vu mon médecin ce matin. Je l'ai laissé accrocher aux mots. Il a dit que ce n'était qu'un mauvais cas d'indigestion. Toute cette nourriture riche, les sauces. Mon estomac n'est pas ce qu'il était. Le docteur a dit qu'il pouvait parfois se sentir comme la vraie chose. Beaucoup de pression dans la poitrine. Mais il a fait quelques tests. Mon cœur va très bien. Je pouvais presque sentir la vague de soulagement passer par le téléphone. Une expiration tranquille. La tension dans sa voix s'est immédiatement atténuée. Il n'écoutait pas mes mots. Il écoutait l'absence de soupçon. Et il l'avait trouvé. L'histoire était plausible. C'était simple. Ça l'a rendu innocent. Indigestion. Tu es sûr que c'est tout? Il a pressé un dernier chèque pour être sûr. Tu es parti si vite. Tu étais si pâle. Le docteur est sûr, et moi aussi. J'ai dit de laisser une note de finalité dans mon ton. Mon corps n'est pas la machine bien huilée. C'est juste quelque chose que je dois m'habituer. J'ai soupiré un long brûlasse que j'avais pratiqué dans ma tête. C'était un soupir conçu pour ressembler à un homme qui envisageait sa propre mortalité. Un homme qui penserait bientôt à son héritage. C'était le moment, l'ouverture parfaite. Tu sais, fiston, j'ai commencé ma voix plus douce maintenant, plus réfléchie. Ce petit épisode hier soir m'a fait réfléchir. Tu arrives à mon âge et tu réalises que le temps n'est pas une garantie. Nous devons nous assurer que les choses sont en ordre. Comment ça, papa? Il a demandé un nouveau bord à sa voix. Le faux souci a disparu, remplacé par une curiosité aiguë et concentrée. J'ai laissé passer quelques secondes de silence comme si je rassemblais mes pensées. J'ai téléphoné à Cynthia Walsh ce matin, j'ai dit de laisser son nom délibérément. La mention de mon avocat donnerait mes mots suivant le poids de l'autorité légale. Nous avons discuté de mon domaine. Cette vente, 58 millions de dollars. Ça change les choses. Ça complique les choses. Oui. Oui, bien sûr, Kevin a dit rapidement, sa voix coule maintenant avec anticipation. Et j'ai décidé d'offrir l'appât avec une précision décontractée parfaite que la meilleure façon de le gérer est d'établir une confiance familiale importante, une très grande. Je veux m'assurer que vous et Brenda êtes bien pris en charge. Je veux m'assurer que cet argent est une bénédiction pour notre famille pour les générations à venir, et non un fardeau. Cynthia prépare les papiers en ce moment même. Silence. Pendant 5 secondes, il y avait un silence absolu à l'autre bout de la ligne. Je pouvais entendre les vitesses tourner dans sa tête. Je pouvais presque sentir l'avidité accabler toutes les autres pensées, toutes les autres peurs, la tentative de meurtre raté. L'appel serré, l'anxiété persistante s'était évaporée en un instant, remplacée par la belle promesse éblouissante d'une fortune en fer juridiquement contraignante. Une confiance. Il a finalement étouffé sa voix épaisse avec une excitation à peine cachée. Papa, c'est incroyable. Tu n'as pas à faire ça. Nous allons bien. Sa protestation était si faible, si transparente, elle était presque risible. C'était le refus poli d'un homme qui venait de recevoir les clés du royaume. Et voilà. Le crochet a été fixé. La ligne a été enseignée. Le poisson avait pris l'appât, l'attrait, le plongeon, tout. N'importe quoi, j'ai dit chaleureusement, jouant le rôle du patriarche bienveillant. Tu es mon seul fils. Pour qui je ferais ça? C'est mon héritage. Assurez votre avenir. C'est tout ce qui compte pour moi maintenant. Je ne sais pas quoi dire. Et pour la première fois, je crois qu'il disait la vérité. Son esprit était tellement rempli de signes de dollars qu'il ne pouvait pas former une pensée cohérente. Il dépensait déjà l'argent.
Il vivait déjà dans l'avenir, il avait été prêt à tuer pour un avenir qu'il croyait maintenant être remis sur un plateau d'argent. Ne dis rien, j'ai dit, ma voix est douce. Restez prêts. Cynthia aura besoin que vous et Brenda veniez signer quelques documents préliminaires dans une semaine environ. Nous parlerons plus alors. Pour l'instant, je dois me reposer. Ce vieil homme est plus fatigué qu'il ne le pensait. Bien sûr, papa, repose-toi. Et merci. Vraiment, merci. J'ai raccroché le téléphone et je l'ai placé doucement sur le bureau. Le silence de l'étude s'est précipité. Je regardais l'écran sombre, ma réflexion, un fantôme faible à sa surface. Je n'ai pas ressenti de joie, pas d'essai de triomphe, juste une mauvaise satisfaction. La performance a été un succès. J'avais utilisé sa cupidité monstrueuse comme arme contre lui, et cela avait parfaitement fonctionné. Il était maintenant un participant volontaire, même avide, à mon plan. Il se sentait en sécurité. Il se sentait victorieux. Il chercherait un stylo pour signer son nom, pas des ombres dans les coins. Je nous avais pris du temps. Il est temps que les enquêteurs de Cynthia creusent. Il est temps pour moi de construire le piège parfait. Le jeu était maintenant joué selon mes règles, et mon fils n'avait aucune idée qu'il avait déjà perdu. Une semaine s'est écoulée. C'était la semaine la plus calme et la plus disciplinée de ma vie. J'ai passé mes jours avec un calme délibéré, presque méditatif. J'ai répondu aux appels de Kevin, qui sont venus tous les jours, maintenant remplis d'une chaleur coriace et psychopathique. Il m'a interrogé sur ma santé, sur mon appétit, sur mes conversations avec Cynthia. Chaque question était une sonde douce, un contrôle nerveux pour s'assurer que l'oiseau pondait encore ses œufs. J'ai parfaitement joué mon rôle. Le père vieillissant, gratifié par le flot soudain d'affection de son fils, complètement inconscient du courant qui l'attirait. Je lui ai dit que Cynthia travaillait sur les complexités, que ces choses prennent du temps. Il était patient. Bien sûr. Qu'est-ce qu'une autre semaine d'attente quand tu crois que 58 millions de dollars est le prix à la fin? Pendant que je lui donnais des assurances placides, les enquêteurs de Cynthia se déplaçaient comme des requins dans les eaux obscures de la vie de mon fils. Le 8e jour, un email est arrivé de Cynthia. L'objet était un seul mot, rapport. Le corps de l'email était vide, enregistré pour une pièce jointe PDF fortement chiffrée. Je l'ai ouvert, et le calme tranquille que j'avais si soigneusement cultivé a été remplacé par un œuf froid et dur de dégoût dans la fosse de mon estomac. Ce document n'était pas seulement un rapport financier. C'était un portrait d'une vie vécue dans un état de désespoir imprudent. Ça a commencé par un résumé qui m'a pris le souffle. Total de la dette non garantie, 750 000 dollars. Cela s'est répandu sur une série vertigineuse de cartes de crédit. Une douzaine d'entre eux, chacun a atteint sa limite. Centurion American Express Visa carte noire avec des noms qui ont promis exclusivité et prestige. J'ai fait défiler les énoncés détaillés. Ils lisent comme une vie imaginaire. Hôtel 5 étoiles dans les Caraïbes. Un magasin de 10 000 dollars dans une boutique de Milan. Un dîner à New York qui coûte plus cher que la première voiture que j'ai jamais possédée. C'était un style de vie de vœux de champagne et de rêves de caviar, tous construits sur une base de promesses en plastique et brisées. Mais ce n'était que le début. J'ai continué à lire. Ils avaient une Porsche Cayenne louée pour elle et une BMW M5 pour lui, les mensualités, pour lesquelles étaient astronomiques. Ils avaient 3 mois de retard sur les deux. Les avis de reprise étaient déjà envoyés. Ils possédaient une maison tentaculaire dans une communauté fermée. L'image même du succès des banlieues. Une maison que je leur avais donnée la compte pour un cadeau de mariage, croyant qu'ils y bâtiraient une vie, une famille. J'ai maintenant vu qu'ils avaient pris une deuxième hypothèque sur la propriété il y a 2 ans, empruntant contre les capitaux que je leur avais donnés. Ils l'avaient saignée à sec. Ils avaient maintenant 90 jours de retard sur les 2 prêts hypothécaires. Le processus de saisie était sur le point de commencer. Ça a empiré. Les enquêteurs avaient découvert une série de prêts personnels à intérêt élevé. Ils ne venaient pas des banques. Ce sont des prêteurs privés, le genre de personnes qui n'envoient pas de lettres polies quand vous manquez un paiement. Le total a atteint un demi-million de dollars. Ce sont des prêts pris pour rembourser d'autres prêts, un acte frénétique et désespéré de jongler pour empêcher toute l'illusion de s'écraser. Ils se noyaient. Le grand total, quand tous les nombres étaient serrés, était stupéfiant. Kevin et Brenda, mon fils à succès, et sa charmante femme étaient endettés de plus de 2 millions de dollars.
Ils ne vivaient pas seulement au-delà de leurs moyens. Ils vivaient dans une réalité financière tout à fait différente, un monde fantasque soutenu par des mensonges et mis à contribution jusqu'à l'arrière. Je me suis penché sur ma chaise, les nombres nageant devant mes yeux, et soudain la tentative de meurtre, la fiole de poison, le plan à sang-froid. Tout est tombé dans un nouveau focus terrifiant. J'avais pensé qu'il s'agissait d'avidité, simple, moche, impatiente. Je les avais imaginés voulant accélérer leur héritage pour financer une vie de plus grand luxe. Mais j'avais tort. Il ne s'agissait pas de financer un futur rêve. Il s'agissait d'échapper à un cauchemar. Ce n'était pas un bonus. Ce n'était pas un jackpot. C'était une ligne de sauvetage. C'était la seule chose qui pouvait les sauver de l'effondrement catastrophique de leur monde entier. La saisie, les reprises, les dangereux prêteurs qui font appel à leurs dettes. Tout allait s'écraser sur eux. Ils n'étaient pas seulement désespérés pour mon argent. Ils étaient terrifiés. Ils étaient des animaux enroulés et un animal enroulé fera tout pour survivre. La réalisation s'est installée sur moi froide et lourde comme une pierre tombale. Ce n'était pas un crime de passion ou un simple acte d'avarice. Il s'agissait d'une décision d'affaires, d'une évaluation des risques calculés à froid. Dans leur esprit, la récompense potentielle effaçant 2 millions de dollars de la dette et l'accès à des millions de dollars de plus l'emporte sur le risque de se faire prendre. Ma vie avait été réduite à un nombre sur un bilan, et ils avaient décidé qu'il était temps de l'encaisser. J'ai revu le rapport, les noms des restaurants, les marques de créateurs, les endroits exotiques. C'était une vie creuse, vide, une performance pour un public qui n'existait pas. Ils avaient construit une belle maison de cartes sur le bord d'une falaise, et le vent commençait à souffler. Ils avaient tout joué en croyant que je mourrais bientôt, soit par la main de la nature, soit par la leur. Un nouveau genre de colère commença à mijoter en moi. C'était différent du choc initial et de la trahison. C'était une fureur froide et précise. Mon fils n'avait pas seulement essayé de tuer son père. Il avait pris chaque cadeau, chaque opportunité, chaque acte d'amour que je lui avais jamais donné, et il l'avait tordu en une arme à utiliser contre moi. Il avait utilisé ma générosité pour financer le mode de vie même qui menaçait de le détruire. Et il avait décidé que ma mort était le prix de son salut. J'ai fermé le dossier. La première pièce du puzzle était en place. J'ai maintenant compris leur mobile, non seulement avec mon cœur, mais avec la logique froide et dure d'un bilan. Et c'était bien plus moche que je n'aurais pu l'imaginer. J'ai envoyé l'email à Cynthia avec une note simple. La fondation est pourrie. Continuez à creuser. Si le premier rapport des enquêteurs était un coup de poing à l'intestin, le second, arrivé 4 jours plus tard, était un poignard au cœur. J'avais passé ces jours-là dans un état de colère froide, traitant l'échelle pure du désespoir financier de mon fils. Je croyais avoir compris le mobile. Je croyais avoir vu le fond. Mais j'avais tort. Je n'avais pas encore imaginé des niveaux de trahison plus profonds et plus sombres. Le courriel de Cynthia a de nouveau été marqué d'un seul mot. Mise à jour. J'ai ouvert le dossier 6 juin, et cette fois ce n'était pas un tableur de dettes et de délits. Il s'agissait d'une collection de notes sur le terrain, de résumés d'entrevues et de transcriptions audio de l'équipe d'enquête. Ils avaient examiné les activités récentes de Kevin et Brenda, essayant de comprendre comment ils prévoyaient utiliser l'argent qu'ils étaient si sûrs de recevoir. Mes yeux sont tombés sur les noms de plusieurs galeries d'art haut de gamme à New York, Boston et Chicago. J'ai senti un nœud de confusion. Qu'est-ce que ça a à voir avec eux? Puis j'ai vu le nom du premier contact, Brenda Callahan. J'ai commencé à lire la transcription d'un appel enregistré légalement par un enquêteur se présentant comme assistant de galerie. La voix de Brenda, telle qu'elle est décrite dans les notes, a été cultivée en douceur et remplie d'une sombérité soigneusement répétée. Oui, je m'appelle Brenda Callahan, la transcription lisait. Mon beau-père est Jacques Callahan. Vous connaissez son entreprise, Callahan Logistique. Elle s'arrêtait, laissant le nom et la richesse implicite s'installer. Malheureusement, la santé de Jacques est devenue pire. Il est en chemin, j'ai peur, et nous essayons de mettre ses affaires en ordre. C'est un moment difficile pour la famille. Mes mains ont commencé à trembler. Elle parlait de moi comme si j'étais déjà un fantôme. La transcription a continué. Ma belle-mère, Alicia, était une collectionneuse d'art. Elle a laissé derrière elle une petite collection de peintures américaines d'après-guerre. Mon beau-père m'a chargé de gérer la disposition de la collection. Il veut le faire discrètement, une vente privée à un collectionneur avisé.
Il préfère éviter la publicité et les frais d'une grande maison de vente aux enchères. Il veut s'assurer que son héritage trouve une bonne maison. J'ai dû arrêter de lire. J'ai repoussé ma chaise du bureau et je suis passé au mur de mon bureau. Il y avait la première peinture qu'Alicia et moi avons achetée ensemble. C'était un petit paysage par un jeune artiste inconnu que nous avions rencontré à une foire de rue. Nous n'avions pas l'argent pour ça, pas vraiment. Nous l'avons payé en 5 versements. Je me souviens du jour où on l'a ramené chez nous. Le visage d'Alicia a été éclairé d'une joie si pure qu'il a presque mal à regarder. Elle l'a accroché au mur et a dit, « Voilà, c'est notre fenêtre sur le monde que nous allons construire, Jacques. » Mon regard dérive vers une autre peinture, une grande toile chaotique et abstraite de bleu vibrant et d'oranges ardentes. Elle l'avait achetée la semaine où elle a été déclarée indemne de cancer après sa première longue et brutale bataille contre la maladie. C'est ce que la guérison ressent, elle m'avait dit sa main dans la mienne. Un beau, terrifiant, merveilleux désordre. Chaque peinture sur mes murs était un chapitre de notre vie ensemble. La collection n'était pas un investissement. Ce n'était pas un atout. C'était l'âme d'Alicia rendue en huile et en acrylique. Elle n'a pas seulement collectionné l'art. Elle a recueilli des sentiments, des moments, des triomphes et des peines. Son esprit vivait dans les traits de pinceau, dans les couleurs, dans le tissu même des toiles. Je suis retourné au bureau et je me suis forcé de continuer à lire. Le rapport détaillait comment Brenda avait envoyé des photographies en haute résolution des peintures aux galeries. Photographies prises avec son téléphone subrepticement au cours des visites qu'elle avait faites chez moi ces derniers mois. Ces visites où elle m'apportait de la soupe, emplissait mes oreillers, et me demandait ma santé avec ce faux souci de cloître. Pendant tout ce temps, elle ne regardait pas un membre de sa famille. Elle était en train de braquer le joint. Elle faisait l'inventaire de l'âme de ma femme, se préparant à la vendre au plus offrant. Les enquêteurs avaient visité l'une des galeries en personne. Le propriétaire de la galerie a rappelé sa conversation avec Brenda. Elle a dit que son beau-père avait échoué rapidement, le rapport citait. Elle prétendait être l'unique héritier de la collection et voulait établir une valeur de base pour la succession. Elle était très claire que tout devait être strictement confidentiel jusqu'à ce que, comme elle l'a dit, l'inévitable se produise. L'inévitable, ma mort. J'ai fermé les yeux. Je les ai vus. Kevin et Brenda marchant à travers ma maison, leurs yeux scrutant les murs, ne voyant pas les souvenirs, ne voyant pas l'amour, ne voyant pas Alicia. Ils n'ont vu que des étiquettes de prix. Ils ont regardé une vie de passion et ont vu un moyen rapide de payer leur carte de crédit. Ils ont regardé l'héritage de ma femme et ont vu un acompte sur une nouvelle Porsche. La tentative de ma vie avait été pour de l'argent. Mon argent. C'était une trahison que je commençais à comprendre sur un plan logique. Mais c'était différent. C'était une profanation. C'était un acte d'effacement. Ils n'essayaient pas seulement de me tuer. Ils essayaient d'annihiler la mémoire de ma femme pour liquider son esprit pour de l'argent. Kevin, mon fils, s'était levé et avait laissé faire. Il avait laissé sa femme, ce vautour en habit de designer, encercler l'héritage de sa propre mère. Il était complice de chaque mensonge, de chaque insinuation chuchotée au sujet de ma santé défaillante. C'était une trahison si profonde, si monstrueuse, elle éclipsait tout le reste. Il ne volait pas seulement à son père. Il volait la tombe de sa mère. La colère d'analyse froide que j'avais ressentie au sujet de leur dette était maintenant consumée par une fureur blanche et juste. Ce n'était plus un jeu d'échecs stratégique. C'était une guerre sainte. Les 58 millions de dollars n'étaient que de l'argent. C'était du papier. Mais la collection d'Alicia, c'était sacré, et ils avaient osé la souiller. J'ai regardé la dernière peinture qu'elle avait jamais achetée, un paysage marin serein, presque éthéré, accroché en face de mon bureau. Elle pourrait s'asseoir et la regarder pendant des heures. C'est si paisible, Jacques, elle disait. C'est comme rentrer à la maison. Ma résolution s'est durcie en quelque chose comme de l'acier trempé. L'homme qui s'était assis dans le restaurant, le père qui avait pleuré pour son fils perdu, était parti. La partie de moi qui avait espéré une explication, un morceau de rédemption pour Kevin, est morte à ce moment-là. Vous ne pouvez pas racheter une âme qui a déjà été vendue. J'ai appelé Cynthia. Elle a répondu sur la première bague. J'ai reçu le rapport. Ma voix était différente maintenant. Toute la faiblesse, toute la fragilité feinte était partie. C'était la voix de l'homme qui avait construit un empire à partir de rien. La voix que je n'avais pas utilisée depuis des années. Jacques,
Je suis désolé, elle a commencé. Ne le sois pas. Je l'ai coupé. Soyez prêts. J'ai fini de rassembler des renseignements. J'ai fini de jouer. Je ne veux plus les corriger, Cynthia. Je veux construire un mur de conséquences si haut et si épais qu'ils ne verront plus jamais la lumière du jour. Je veux les effacer. Je pensais que la colère que j'ai ressentie à cause de la trahison de la mémoire d'Alicia était la dernière étape. Je croyais que ma détermination avait déjà été forgée dans sa forme finale. J'avais tort. Il y avait un dernier rapport de l'équipe de Cynthia, et cela changerait la nature de ma colère d'un feu enflammé en un bloc de glace solide. Il est arrivé le lendemain. L'objet est éteint. Simple rapport final. J'ai ouvert le document et la première page était une analyse de haute qualité d'une forme juridique. C'était une procuration médicale, un document accordant à un Kevin Callahan l'autorisation totale et illimitée d'accéder à tous les dossiers médicaux et de prendre des décisions de santé critiques au nom de son père, Jacques Callahan. Ma signature était au bas d'un rouleau confiant. Sauf que ce n'était pas ma signature. J'ai signé mon nom sur des centaines de milliers de documents de ma vie, des contrats de plusieurs millions de dollars aux simples cartes d'anniversaire. Je connais chaque courbe, chaque angle, chaque imperfection subtile. La signature sur ce document était un faux magistral. C'était une imitation presque parfaite, assez proche pour tromper n'importe quel commis ou administrateur d'hôpital qui ne cherchait pas à mentir. Mais c'était un mensonge. Je n'avais jamais signé un tel document. Je n'avais jamais pensé à donner à mon fils ce genre de pouvoir sur ma vie. Les notes de l'enquêteur sous l'image étaient brèves et froides. Le document avait été déposé au service des dossiers de mon hôpital primaire il y a 3 mois. 3 mois. Ce n'était pas une impulsion désespérée récente. Il s'agissait d'un plan à long terme mis en place bien avant que la vente de l'entreprise ne soit achevée. Il a jeté les bases pendant des mois. Alors que je parcourais la page suivante, la véritable horreur de son plan commença à se développer. Les enquêteurs avaient convoqué les registres d'accès de l'hôpital. Le rapport détaillait tous les dossiers que Kevin avait demandés et reçus à l'aide de ce faux document, mes antécédents cardiaques complets, les résultats complets de mon dernier test de stress, une liste détaillée de mes prescriptions, y compris leurs doses et effets secondaires connus, mes allergies documentées. Il avait obtenu un plan opérationnel complet des fragilités spécifiques de mon corps. Mais les enquêteurs ne s'étaient pas arrêtés là. Ils avaient suivi la chapelure numérique. La dernière section du rapport a détaillé l'historique de la recherche sur Internet à partir d'une série de téléphones brûleurs et d'ordinateurs de bibliothèques publiques tous retrouvés à mon fils. Les termes de la recherche ont été présentés dans une simple liste de balles, un calendrier d'un meurtre étant prévu. Comment obtenir les dossiers médicaux d'un parent? Une crise cardiaque rapide induisant des médicaments. Des bêta-bloquants sans goût en vente libre. Dosage létal étoprolol pour 200 polomal mal ayant des antécédents cardiaques. Comment simuler une mort naturelle? Une autopsie montrera-t-elle une overdose de metoprolol? J'ai lu la liste 2 fois, puis une 3e fois. Les mots se sont accrochés sur la page, c'est évident. C'était l'arme à fumer. C'était la dernière pièce manquante du puzzle. Il a tout relié. Le faux document était comment il a obtenu la connaissance. Les recherches sur Internet ont montré son intention et le rapport du laboratoire du restaurant était la preuve de son exécution. Je me suis penché et pour la première fois, la portée monstrueuse de ses actions est devenue claire. Ce n'était pas juste un fils qui essayait de tuer son père pour de l'argent. C'était un stratège exécutant un plan minutieusement étudié. Il avait étudié mes dossiers médicaux comme un général étudie une carte du territoire ennemi, à la recherche du point précis de faiblesse pour lancer son attaque. Il avait approché mon meurtre avec la précision clinique détachée d'un scientifique résolvant une équation. Ma vie était une variable qu'il devait éliminer. C'est l'intimité qui m'a brisé. Il avait pris les informations les plus privées sur mon existence, les médecins des données même avaient utilisé pour me garder en vie, et il avait armé contre moi. C'était la perversion ultime du lien entre un parent et un enfant. Un fils est censé être un protecteur, un tuteur dans sa vieillesse. Mon fils s'était fait assassiner. À ce moment-là, tout sentiment que j'avais pour lui, tout fantôme du garçon qu'il était, se tourna vers les cendres et souffla. L'homme qui avait fait ça n'était pas mon fils. C'était un étranger, un prédateur froid et calculateur qui me regardait et voyait non pas un père mais un obstacle. Le lien émotionnel, le cordon qui m'avait lié à lui pendant 40 ans, fut finalement et irrévocablement rompu. La colère s'en est allée, remplacée par quelque chose de plus froid et de plus dangereux,
une profonde certitude vide. Il n'y avait plus de questions. Il n'y avait plus de doute. Il n'y avait que la fin du match. L'enquête était terminée. Il était temps d'agir. J'ai pris mon téléphone. Je n'avais pas besoin de chercher le numéro de Cynthia. J'ai composé. Elle a répondu immédiatement. Vous l'avez vu, demanda-t-elle avec rage. Je l'ai vu, répondis-je. Ma propre voix était calme, stable et dépourvue d'émotion. C'est la voix que j'ai utilisée quand j'allais conclure un marché. La voix que j'ai utilisée quand j'allais gagner. Nous avons tout ce dont nous avons besoin. La photo est complète. Que veux-tu faire, Jacques? Il est temps de préparer la réunion, j'ai dit. Réservez la salle de conférence principale pour mardi prochain. Dites-leur que c'est la signature officielle du Callahan Family Trust. Dites-leur de venir prêt la célébrer. Je me suis arrêté, regardant par la fenêtre le ciel bleu clair. Il est temps de lire le testament, pour ainsi dire. Sauf que la seule chose que je compte donner à mon fils est la vérité. Tout le reste. Le jour de la réunion est arrivé sous un ciel de la couleur de l'ardoise. Je me tenais près de la fenêtre dans la salle de conférence du 40e étage de Cynthia, en regardant la ville en bas. Les voitures étaient comme de petits insectes métalliques, chacun se déplaçant avec un but, complètement ignorant de l'événement calme et vivifiant sur le point de se produire au-dessus d'eux. La chambre elle-même a été conçue pour le pouvoir. Une longue table en acajou foncé polie à un miroir resplendit la lumière grise de l'extérieur. 12 chaises en cuir à dos élevé se tenaient comme des sentinelles silencieuses imposantes. Ce n'était pas un endroit pour discuter en famille. C'était un endroit où les fortunes ont été faites et les futurs ont été brisés. Cynthia et moi étions là depuis 1 heure. On ne parlait pas beaucoup. On n'en avait pas besoin. Chaque étape avait été chorégraphiée. Chaque document triplex a été vérifié. Sur la table devant sa chaise était assis une pile soignée de 5 dossiers bleus épais. Pour qui que ce soit d'autre, il ressemblerait à de la documentation légale. Pour nous, c'était un arsenal. Elle les a légèrement ajustés, en alignant leurs bords avec une précision parfaite. C'était le geste calme et méthodique d'un chirurgien qui établissait ses instruments avant la première incision. À 10 heures, la porte s'est ouverte. Kevin et Brenda sont entrés, et ils ont apporté avec eux une vague d'énergie triomphante qui se sentait alien dans la salle solennelle et tranquille. Ils étaient habillés pour l'occasion. Kevin portait un costume sur mesure que je n'avais jamais vu auparavant, et Brenda était dans une robe brillante et chère, un éclat de couleur contre les tons muets de la pièce. Ils étaient brillants, rayonnant une sorte de bonheur maniaque et gidi qui vient d'une longue victoire. Papa Kevin boumait son sourire si large qu'il semblait douloureux. Il m'a traîné dans un câlin. C'était la première fois qu'il embrassait en 20 ans. J'étais parfaitement immobile, mes bras à mes côtés, supportant le contact. C'était comme être embrassé par un étranger, son toucher une violation qui a fait ramper ma peau. Il sentait l'eau de Cologne et la cupidité. Brenda était juste derrière lui, en mettant un baiser sur ma joue. « Jacques, tu es magnifique. » Elle a chié, les yeux étincelants. « Tu vois, on t'a dit qu'un peu de repos était tout ce dont tu avais besoin. » Son regard s'est effondré devant moi, fixant sur la pile de dossiers sur la table. Un fliquet d'avarice pure et sans adultère. Il était là et est parti en 1 seconde, mais je l'ai vu. Ils ont accueilli Cynthia avec un air décontracté, presque dédaigneux. « Cynthia, content de te voir », Kevin a dit, déjà en train de s'asseoir. Pour eux, elle n'était que l'aide du fonctionnaire légal qui traitait leur retombée. Ils ne savaient pas qu'ils regardaient l'architecte de leur ruine. Ils se sont assis du côté opposé de la table, une image parfaite d'un couple heureux sur le point de devenir fabuleusement riche. Ils tenaient les mains, les doigts entrelacés. Brenda n'arrêtait pas de sourire, ses yeux scintillent continuellement entre mon visage et les dossiers bleus. Kevin s'est penché sur sa chaise, affectant un air de commandement occasionnel, comme si cette pièce, cette table, cette fortune était déjà la sienne, alors il a dit, se frottant les mains ensemble. Le grand jour, la signature du Callahan Family Trust. Elle a une belle bague, n'est-ce pas, chérie? Ça ressemble à un héritage, a répondu Brenda, sa voix douce et vénérante. Je les ai vus, un scientifique observant un spécimen au microscope. J'ai étudié leurs expressions, leur langage corporel, la façon dont leurs yeux s'illuminaient quand ils parlaient de l'avenir, un avenir construit sur ma mort, un avenir qui n'arriverait jamais. Un étrange calme s'est installé sur moi. J'ai senti un profond détachement presque hors du corps.
Je mémorisais ce moment, cette dernière scène éphémère de leur ignorance béatitude. C'était la dernière fois que je les voyais sourire. Cynthia, jamais le professionnel leur a offert du café ou de l'eau. Ils ont tous deux accepté l'eau, leur excitation les rendant soif. Comme l'assistant a versé, Kevin parlait déjà des plans. Nous pensions à un voyage dans les îles grecques pour célébrer, dit-il, me regarder. Tu devrais venir, papa. Vous méritez de vraies vacances. C'est gentil de ta part, fiston, j'ai dit, même ma voix. La chambre est tombée silencieuse alors que l'assistant a laissé la lourde porte en cliquant derrière elle avec un air de finale. Le son semblait résonner dans l'espace calme. C'était le bruit d'une serrure tournante, le bruit du piège étant lancé. Cynthia s'assit à sa posture, parfaite, son expression illisible. Elle a placé ses mains à plat sur la table, encadrant la pile de dossiers. Elle regarda directement Kevin, puis Brenda, son regard les tenant pendant un long moment inconfortable. L'énergie gadie dans la pièce a commencé à caresser, remplacée par le premier léger soupçon de malaise. Merci à tous les deux d'être venus, a-t-elle commencé, sa voix nette et claire, coupant le silence. Avant toute signature, il y a quelques points préliminaires à l'ordre du jour que nous devons aborder. Son ton était tout, mais le regard à ses yeux était quelque chose d'autre. C'était l'apparence d'un prédateur qui sait que la chasse est déjà terminée. Le sourire de Kevin s'est évanoui une seconde. La main de Brenda s'est serrée sur la sienne. L'air s'épaissit, lourd avec des vérités non dites. La performance était terminée. L'exécution allait commencer. Cynthia a laissé le silence dans la pièce s'étirer pendant un long moment. Elle prit les mains sur la table, son expression aussi calme et illisible qu'une statue de marbre. Kevin et Brenda fidgeted, leur sourire triomphant commence à ressembler à des masques fragiles. Merci à tous les deux d'être venus, a-t-elle encore dit, sa voix coupant complètement l'attention. Comme je l'ai dit, il y a quelques questions préliminaires à aborder avant toute signature. Elle a atteint le dossier supérieur dans la pile. Le doux bruit de son ouverture il était naturellement fort dans la pièce tranquille. Elle a glissé un seul document sur la table polie vers eux. C'était le rapport du labo. Point, Cynthia a déclaré sa voix dépourvue d'émotion. C'est un rapport toxicologique d'un laboratoire privé certifié réalisé sur un échantillon prélevé de la table de votre père au restaurant Grandview il y a 2 semaines. Les yeux de Kevin sont dans le journal. Son visage est devenu rigide. Cynthia n'avait pas besoin de le laisser le lire. Elle connaissait déjà le contenu par cœur. Il détaille une concentration de tartrate de méthopriol environ 25 fois la dose thérapeutique standard. Une dose que les notes de laboratoire seraient, et je cite, pratiquement certain d'induire un infarctus mortel du myocarde chez un patient ayant des antécédents cardiaques connus de M. Callahan. Brenda a regardé le journal, puis son mari, la confusion en guerre avec l'horreur à l'aube sur son visage. Kevin ne la regardait pas. Il ne pouvait pas. Il a regardé les mots en noir et blanc. Avant que l'un d'eux ne puisse parler, Cynthia avait déjà ouvert le deuxième dossier. Deuxième point, elle a annoncé, en faisant glisser un épais état financier sur la table pour atterrir à côté du premier. Il s'agit d'un bilan complet de votre situation financière actuelle, d'un résumé consolidé de tous les actifs et passifs. Elle s'est arrêtée, les laissant absorber la page de titre. Il détaille 2 hypothèques délinquantes, plusieurs reprises de véhicules en attente, et une dette non garantie combinée de 2 340 000 $. Il note également que les procédures de saisie sur votre domicile devaient commencer le mois prochain. La couleur drainée du visage de Brenda. La dernière de ses lueurs joyeuses s'éteignit, remplacée par une pâteuse, malade et pâle. Sa main, qui s'était reposée sur celle de Kevin, recula comme si elle avait été brûlée. Le fantasme s'était évaporé. La triste réalité était maintenant assise sur la table entre eux. Je ne comprends pas, Brenda a étouffé, me regardant. C'est quoi? Cynthia l'a ignoré. Elle ouvrait déjà le 3e dossier. Point 3. Voici une transcription d'un appel que vous avez passé, Madame Callahan, à la Halloween Gallery de New York. Les yeux de Cynthia sont froids et pointus comme des morceaux de glace enfermés sur Brenda. Elle a lu de la page en monotone plat. Mon beau-père, Jacques Callahan. Sa santé a pris un tournant pour le pire. Il est en chemin, j'ai peur. Il m'a chargé de gérer la disposition de la collection en silence. Kevin a finalement regardé sa femme, son expression un mélange d'incrédulité et d'accusation. Il était au courant de la dette, mais je pouvais voir que c'était nouveau pour lui.
C'était sa propre trahison privée. Et enfin, Cynthia a dit sa voix, laissant tomber l'article 4. Elle a ouvert le dernier dossier et a glissé le contenu sur la pile croissante de preuves. Une copie d'une fausse procuration médicale déposée à l'hôpital général de Northwood il y a 3 mois, et un journal correspondant de recherche sur Internet effectué à partir de téléphones brûleurs pour des phrases incluant, mais non limitées à la dose létale, le metoprolol, et comment simuler une mort naturelle. C'était ça, le dernier morceau. La chambre était complètement silencieuse. Il n'y avait ni respiration, ni mouvement. C'était le silence d'une tombe. Kevin et Brenda n'étaient plus des gens. Ils étaient des statues de terreur, leurs visages gelés dans des expressions d'horreur pure et abjecte. Le bel avenir qu'ils avaient célébré il y a quelques minutes avait été systématiquement et brutalement démantelé sous leurs yeux. Brenda a trouvé sa voix en premier, un murmure faible et tremblant. C'est une erreur. On ne l'a pas fait. Ma voix n'était pas en colère. Ce n'était pas bruyant. Il était rempli d'une fatigue si profonde qu'il semblait aspirer tout l'air hors de la pièce. J'ai regardé mon fils directement. Il n'y aura pas de confiance de famille, Kevin. La finalité de mes mots les a frappés comme un coup physique. Le dernier coup désespéré d'espoir dans leurs yeux est mort. Cynthia a pris son signal. Ton père a raison, elle a dit que son ton professionnel revenait. Il n'y a aucune confiance pour vous de signer parce que la disposition de 58 millions de dollars a déjà été finalisée. Elle a laissé cette déclaration en l'air un moment. Toute la somme a été transférée dans une nouvelle fiducie de bienfaisance irrévocable. Elle s'appelle la Fondation Alicia Callahan. J'ai regardé leur visage pendant que Cynthia continuait à tourner le couteau avec une précision juridique froide. La charte de la Fondation est d'accorder des subventions aux jeunes artistes émergents et de financer des sanctuaires d'animaux et des efforts de préservation de la faune, les deux causes dont votre mère s'occupe le plus dans ce monde. Elle regardait de l'un à l'autre. Les papiers ont été signés et enregistrés la semaine dernière. La Fondation est déjà opérationnelle. Vous n'avez pas accès. Vous n'avez aucun contrôle. Vous ne verrez pas un seul parfum. L'effondrement a été total. Brenda a laissé sortir un son, un demi-sanglot, un demi-gaz. Kevin s'est assis là, il a brisé son monde. Et puis j'ai tracé leur avenir. Vous avez 2 choix, j'ai dit, ma voix aussi calme et stable que la main d'un chirurgien. Ce sont les 2 seuls choix que vous avez laissés dans ce monde. Je vous suggère donc d'écouter attentivement. Première option, nous terminons cette réunion maintenant. Cynthia va appeler le procureur à qui elle a une relation de travail très étroite. Toute cette collection de preuves sera sur son bureau dans l'heure. Vous serez arrêté et accusé de fraude et de tentative de meurtre. Les preuves sont accablantes. Vous serez tous les 2 condamnés. Vous passerez des décennies en prison. Vos vies comme vous le savez seront finies. Je les laisse l'imaginer. Les menottes, le procès, la cellule. Où j'ai continué, il y a l'option 2. Cynthia a glissé un seul document épais sur la table, suivi d'un stylo. Signe ça. Il s'agit d'un accord juridiquement contraignant et irrévocable. Vous y renoncerez à toute réclamation future à ma succession ou à celle de votre mère. Vous signerez l'acte à votre maison pour lequel les hypothèques ont été intégralement payées par une société holding et le titre maintenant contrôlé par la Fondation à la Fondation Alicia Callahan. Tu feras une valise et tu sortiras de ce bureau et de ma vie pour toujours. Tu ne me contacteras plus jamais, ni personne associé à moi. En retour, j'ai fini. Je ne porterai pas plainte. Cette preuve, je l'ai dit, gestuelle à la pile sur la table, sera placée dans un coffre sécurisé tenu en séquestre par cette firme. Si jamais vous violez les termes de cet accord de quelque façon que ce soit, il sera livré aux autorités immédiatement. Vous aurez votre liberté, mais vous n'aurez rien d'autre. Vous recommencerez à zéro avec rien d'autre que les vêtements sur le dos. Je me suis penché sur ma chaise. Cynthia et moi n'avons rien dit de plus. Le choix était à eux. Ruine ou prison, gomme ou extinction. Le stylo était assis sur la table entre eux attendant. Ils n'ont pas parlé. Ils n'étaient pas obligés. Le choix était entre une vie en ruine et aucune vie du tout. J'ai regardé la main de mon fils trembler légèrement, j'ai atteint le stylo. Il n'a pas lu le document. Il vient de signer son nom sur la ligne Cynthia indiquée. Sa signature, autrefois si confiante, était maintenant le rouleau à peine lisible d'un homme vaincu. Il a poussé les journaux à Brenda. Ses larmes sont tombées silencieusement sur la page, brouillant l'encre en ajoutant son nom à la reddition.
Ils ont relevé leurs mouvements, lents et robotiques. Ils ne m'ont pas regardé. Ils ne pouvaient pas. Ils sont sortis de la salle de conférence, laissant derrière eux leur cupidité, leur ambition et tout leur avenir. La lourde porte s'est fermée derrière eux, et dans le silence qui a suivi, je n'ai pas senti la victoire, mais la profonde et tranquille douleur d'une fin nécessaire. C'était il y a 3 mois. Les saisons ont changé. Je ne suis pas dans ma grande maison tranquille. Je suis debout dans une petite galerie d'art lumineux du centre-ville. L'air sent la peinture fraîche et la possibilité. Les murs sont recouverts de toiles audacieuses et vibrantes, le travail de jeunes artistes qui voient leurs rêves réalisés pour la première fois. C'est l'exposition inaugurale financée par la Fondation Alicia Callahan. Une jeune femme avec des taches de peinture sur ses mains et un feu dans ses yeux se tient à côté de moi expliquant sa pièce. C'est un éclat chaotique et magnifique de couleurs qui me rappelle tellement ma femme. Je l'écoute, vraiment, et je souris. C'est un vrai sourire, celui qui atteint mes yeux. C'est pas familier, mais bienvenu. Je pensais qu'un héritage était quelque chose que vous avez transmis, une torche de richesse et d'actifs transmis d'une génération à l'autre. J'ai passé ma vie à construire quelque chose à donner à mon fils. Je vois maintenant que j'avais tort. Un véritable héritage n'est pas ce que vous laissez à votre famille. C'est ce que vous laissez dans votre.